Nous sommes connectés, pardon pour ce petit retard, il est 9h04, quelques soucis techniques mais qui ont été résolus a priori. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'Ondiag Actu. On va parler pendant une trentaine de minutes du DIP, diagnostic immobilier périodique. On le sait, hein, il existe des contrôles techniques pour les véhicules automobiles depuis longtemps déjà. Alors, pourquoi pas également dans les bâtiments et logements? C'est l'idée prônée donc par le syndicat Sidiane. Nous avons son président avec nous, Jean-Christophe Protet. Bonjour, Jean-Christophe. Oui, bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet, somme toute intéressant. Intéressant et important, effectivement. Merci, merci à vous de prendre le temps pour qu'on puisse comprendre mieux ce que serait ce DIP. Alors, c'est un projet, bien sûr, sur du moyen, voire même sur du long terme, mais qui, évidemment, révolutionnerait, en tout cas, bouleverserait considérablement la façon de faire des diagnostics en France dans les bâtiments et les logements. D'abord, ça part d'un constat, Jean-Christophe, qu'il y a des trous dans la raquette et que beaucoup de bâtiments et de logements ne bénéficient pas des informations qui sont délivrées par nos diagnostics immobiliers, le plus souvent réalisés lors des mutations immobilières. Hein. C'est ça? Oui, c'est absolument ça. Donc, en fait, le constat qu'on fait macro, c'est que il y a à peu près 21 millions de biens aujourd'hui qui sont en propriété. Et le reste, effectivement, est en location. Et les gens qui sont en propriété et qui décident de ne pas vendre leurs biens, la statistique à peu près, les biens sont vendus en moyenne en France une fois tous les 10 ans. Grosse maille, c'est la statistique. Et ces gens-là, en fait, et pour ceux qui restent plus longtemps dans leur logement, n'ont aucune cartographie de leur logement. À la fois sur le volet polluant du bâtiment, plomb, amiante, à la fois sur les lots techniques, électricité, gaz, et à la fois, bien évidemment, sur le diagnostic de performance énergétique. Moi, si je prends mon exemple, je suis depuis 28 ans dans mon logement. Je n'ai jamais fait, à l'époque, les diagnostics n'étaient pas obligatoires à la transaction quand je l'ai acheté, et je n'ai jamais fait passer un diagnostic. Alors, je suis un peu compétent dans le bâtiment, donc j'ai une vision à peu près claire de ce qu'il y a chez moi, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et en fait, fort de ce constat, on se dit qu'il existe pour l'automobile un contrôle technique automobile, donc obligatoire, en 4 ans et ensuite tous les 2 ans. Et pourquoi pas essayer d'instaurer sur un modèle bien évidemment adapté à l'immobilier. Alors, on l'a appelé un contrôle technique du bâti, on l'appelle diagnostic immobilier périodique, on peut l'appeler comme on veut, mais le principe étant que tous les 5 ans, tous les 10 ans, un diagnostiqueur vient chez le propriétaire et fait un panel de diagnostic large pour avoir précisément une vision claire du bâti. Donc, à la fois sur les polluants du bâtiment, à la fois sur les lots techniques, électricité, gaz, et à la fois sur un DPE pour la performance énergétique du bâtiment. Donc, là, ça serait, pourquoi imaginer ça? Encore une fois, c'est que chaque propriétaire doit avoir une vision claire de l'endroit où il vit et des risques encourus, des risques sur sa santé, des risques qu'il peut y avoir sur l'incendie et sur les explosions, gaz, électricité, et de surcroît des travaux qu'il aurait éventuellement à faire pour l'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment. Donc, cette cartographie permettrait d'avoir tout ça à tout le monde. Donc, bien évidemment, ce diagnostic périodique n'en mettrait pas en cause, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est un point de détail important, n'en mettrait pas en cause les diagnostics à la transaction, mais il permettrait aux gens qui, entre guillemets, ne bougent pas, d'avoir cette vision claire, au même titre qu'un propriétaire, qu'un acquéreur lorsqu'il achète un bien, ou qu'un locataire lorsqu'il rentre dans un bien en location. Ça permettrait aussi de surcroît, parce qu'on parle, et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, de la qualité et de la prestation du diagnostiqueur, ça permettrait aussi au diagnostiqueur d'être moins sous la pression de l'acte de vente et de plus travailler dans l'urgence et de plus travailler avec
des acteurs de l'immobilier et un propriétaire qui veulent à tout prix vendre leurs biens. Donc, ça permettrait d'être beaucoup plus décontracté et de faire un travail sans pression, avec moins de pression, avec moins de contraintes, et de nous permettre de produire un travail de meilleure qualité. Ça permettrait aussi, on parle de la programmation de la rénovation énergétique, alors il y a des chiffres qui circulent dans tous les sens, qui ne sont pas forcément tous convergents, mais ce qu'on peut dire de manière simple, c'est que la rénovation énergétique du bâti est pour moi, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup, une impérieuse nécessité, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui de l'explosion du coût de l'énergie. Et donc, il est important d'avoir, donc, un, au titre du propriétaire, deux, au titre de l'administration et du gouvernement, une vision claire des enjeux de la rénovation énergétique, sur ce qu'il y a à faire, sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre, tant les diagnostiqueurs que derrière les gens qui vont réaliser les travaux, et puis les financements à mettre en place et des enveloppes de financement indispensables. Donc voilà, santé, sécurité, décontraction pour améliorer la qualité et programmation d'un plan ambitieux de rénovation énergétique. Voilà pourquoi on imagine que ce diagnostic a un sens. Et au-delà de ça, effectivement, c'est générateur de business, ne nous le cachons pas. On n'est pas ennemis, nous professionnels du diagnostic, on n'est pas ennemis de nos intérêts. C'est aussi générateur de business, et d'un business qui serait justement fait dans des conditions peut-être moins stressantes que les diagnostics à la transaction aujourd'hui. Alors, on peut vous opposer un obstacle de taille, hein, c'est l'obstacle constitutionnel. On sait que le droit de propriété en France est sacro-saint, on va dire. Comment on peut lever cet obstacle selon vous? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mis en avant par des détracteurs de ce diagnostic. Bon, ils n'ont pas forcément d'arguments sur la teneur et l'intérêt de ce diagnostic, parce que je pense que c'est un vrai intérêt. Et on nous oppose effectivement le droit constitutionnel. Alors, pour être très clair, je ne suis absolument pas un spécialiste du droit constitutionnel. Et donc, on a lancé une consultation avec des gens dont c'est le métier. Et donc, on aura les résultats. On a déjà échangé une première fois. Il y a des ouvertures. Alors, effectivement, le sacro-saint droit de la propriété est une réalité. Il est constitutionnel. Mais si vous prenez l'exemple du contrôle technique automobile, l'automobile et la propriété, c'est un bien. Et donc, on impose quand même un contrôle automobile. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour l'automobile, on aurait une dérogation au droit constitutionnel. Et pour le logement, pour le bâti, on n'aurait pas de dérogation par rapport à ce droit constitutionnel. Donc, je ne crois pas une seconde, je l'affirme, peut-être que Alain, dans quelques mois, vous m'interviewerez et vous me direz, souvenez-vous, vous avez dit ça, mais je ne crois pas une seconde que le droit constitutionnel soit un obstacle au diagnostic immobilier périodique. Mais, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, et donc nous avons consulté des gens dont c'est le métier, qui vont nous remettre au début de l'année un argumentaire juridique sur ce sujet. Donc, je suis là-dessus. Pour moi, le diagnostic immobilier périodique, c'est pas le droit, c'est le premier sujet, c'est effectivement l'acceptation par l'administration et les politiques, la compréhension d'abord et ensuite l'acceptation de ce nouveau diagnostic immobilier. Et pour moi, le premier obstacle, ce n'est pas celui-là, le premier obstacle, c'est le prix que ça représente. Parce que quand en ce moment, on regarde effectivement l'inflation galopante, le niveau de vie, le pouvoir d'achat, je cherchais le terme, pardon, le pouvoir d'achat des ménages, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et c'est ça pour moi le premier obstacle. Comment essayer de lever l'impact économique qu'aurait sur un foyer un contrôle périodique immobilier. Alors, je relativise quand même, parce que bon, globalement, on peut faire une petite digression sur qu'est-ce que serait le contenu de ce diagnostic immobilier périodique. Dans notre esprit, ça serait grossièrement, ça ne serait pas grossièrement, ça serait équivalent à un diagnostic vente,
Vous retrouveriez les polluants du bâtiment, plomb, amiante, termites, vous retrouveriez le diagnostic de performance énergétique, électricité, gaz, donc qui effectivement permettrait d'avoir une cartographie précise du bâtiment. J'y rajouterais une chose, c'est la pathologie du bâtiment. La pathologie du bâtiment, elle n'est pas traitée dans le cadre des diagnostics liés à la vente ou à la transaction. Et il me semblerait intéressant pour un propriétaire d'avoir une vision d'un risque éventuel au niveau de la structure de son bâtiment, d'un risque de sinistre. Et on a des diagnostiqueurs qui, alors nécessitant une toute petite formation, mais vraiment une toute petite formation, parce que lorsqu'on fait un audit énergétique, on va travailler sur le bâti. On va travailler sur l'isolation, on va travailler sur les fenêtres, on va travailler sur la toiture. Alors certes, on ne travaille pas sur la structure, mais il suffirait, sans être donc un très grand spécialiste de la structure avec du calcul et autres, il suffirait de donner quelques éléments clés de la structure. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une fissure, comment est-ce qu'une fissure passe à une fracture et donc peut représenter un risque sur la structure du bâti. Donc des compléments de formation simples et efficaces qui permettraient de rajouter un volet pathologie de manière à avertir le propriétaire d'un éventuel risque d'effondrement. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur des patrimoines de collectivités, hein, il y a eu 2-3 exemples récemment, le dernier à Lille, l'avant-dernier c'était à Marseille, on a parfois effectivement des effondrements de bâtiments. Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est un risque qui existe. Et on peut l'avoir aussi sur un logement. Et donc, pour revenir au coût, donc le coût d'un diagnostic transac, des diagnostics transac, plus un volet pathologie, on est dans des enveloppes de idéalement 500 euros. Vous connaissez mieux, les auditeurs connaissent mieux le prix de vente aujourd'hui, malheureusement qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui existe. Donc ça représenterait, partons sur une hypothèse de 500 euros. 500 euros sur 10 ans, ça fait 50 euros par an. Honnêtement, il me semble que c'est supportable. Et quand vous comparez au contrôle technique automobile, on est à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, on le fait pour l'automobile, qui est un bien globalement qui coûte en moyenne 20 000 euros. Pourquoi ne pas le faire sur le logement et investir les mêmes sommes d'argent pour un bien qui en coûte 10 fois plus, voire 20 fois plus. Donc, cet aspect économique, à mon sens, s'explique, se gère et peut se comprendre malgré le contexte que l'on connaît aujourd'hui de crise et de baisse du pouvoir d'achat des Français. C'est celui-là qui, pour moi, est le plus compliqué. Merci Jean-Christophe. Alors, quelle serait la place, le rôle des diagnostiqueurs dans le cadre de ce DIP? On a vu que Socotec, notamment, proposait eux aussi un cadre juridique de contrôle technique des logements. C'est aussi leur idée depuis longtemps, depuis des années. Hein. Il n'y a pas le risque que les bureaux de contrôle prennent ce marché portant la place des diagnostiqueurs? Alors, je dirais, le marché est tellement immense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun a sa spécificité et sa compétence. Alors, c'est vrai que sur le diagnostic immobilier, originellement, les diagnostics Transac, qui étaient les premiers, n'étaient pas du tout adressés par les bureaux de contrôle. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Les bureaux de contrôle vont. Alors, ici, ils font un peu de. Enfin, ils font du diag Transac, mais ils font aussi surtout beaucoup de repérage. Et donc, chacun a trouvé sa place. Le diagnostiqueur indépendant, il va plus sur du diffus, sur du logement individuel, il va moins sur des très gros patrimoines. Il peut y accéder, mais c'est moins son cœur de business. Et les bureaux de contrôle vont sur du très gros patrimoine, et par contre, ils ne sont absolument pas présents sur du diffus. Et donc, je pense que chacun a sa compétence, chacun trouvera sa place, le marché est important, et c'est clair que sur des très gros ouvrages, des ouvrages complexes, là,
la notion de structure, la maîtrise des calculs de structure est importante et ce n'est pas faire offense aux diagnostiqueurs que de leur dire que ce n'est pas forcément leur compétence première. Autant une pathologie sur du logement individuel, je suis convaincu que le diagnostiqueur s'y mettra très, très, très vite. Autant c'est vrai que sur des ouvrages très complexes, ça nécessitera plus de temps. Donc, il y a deux marchés qui vont vivre en parallèle et je trouve très bien qu'une boîte comme Socotec, réputée sérieuse, puisse pousser en même temps que nous. Alors, ce n'est pas coordonné. Hein. Je trouve que je ne sais pas qui a fait l'œuf, qui a fait la poule, mais nous, on a sorti un post et on a communiqué il y a 15 jours, 3 semaines sur le sujet. Et la semaine dernière, Socotec l'a fait. Je ne pense pas que ce soit sous notre impulsion, c'est simplement un hasard du calendrier qui a fait que les deux ont communiqué en même temps. Oui, l'idée du contrôle technique existe depuis, je crois, plusieurs années tout de même. Une idée que vous faites avancer depuis la création de Cydiane, c'était il y a à peu près un an maintenant. Hein. Elle n'est pas nouvelle, effectivement, cette idée-là. Justement, quel accueil a les pouvoirs publics sur ces propositions depuis un an que vous la faites avancer? Alors, je dirais qu'on a communiqué, on a écrit, on a discuté. Pour l'instant, on ne ressent pas un engouement majeur. Faut dire les choses simplement. Ils n'ont pas hurlé au génie lorsqu'on a fait des réunions, qu'on a présenté ce qu'était le diagnostic immobilier périodique. Je pense que ça s'explique par une raison très simple, et je pense que vous êtes tous parfaitement au fait. D'ailleurs, il y a une réunion, Alain avait organisé une réunion il y a un mois, je crois, sur les travaux de la DHUP. Je pense qu'aujourd'hui, la DHUP, elle est mobilisée à 100% sur la fiabilisation du DPE. Et qu'elle traite les problèmes les uns derrière les autres. Et ce sujet qui vient, en termes de planning, derrière le DPE, la fiabilisation du DPE viendra plus tard. Donc, première priorité, le calendrier, on vous l'a présenté lors d'un précédent webinaire. Je pense que leur intérêt montera au fil du temps, et en particulier lorsque on arrivera à un niveau de fiabilité suffisant sur le diagnostic de performance énergétique. Merci Jean-Christophe. Alors évidemment, on aura l'occasion de reparler de l'avancée de ce projet dans les mois qui viennent. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Je voulais également vous interroger sur quelques sujets d'actualité de la profession de diagnostiqueur, notamment cette proposition d'un autre syndicat important, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM, qui propose là de mettre en place une carte professionnelle qui serait dédiée aux diagnostiqueurs. Il l'appelle la carte D, qui permettrait, selon la CDI, d'améliorer le niveau de confiance qu'ont les consommateurs pour notre profession notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment dire en étant politiquement correct, je n'en pense pas que du bien, mais je vais m'expliquer là-dessus. Et il faut savoir que les autres fédérations sont ont le même ressenti que moi. On n'en pense pas que du bien. D'ailleurs, on va faire une communication dans les jours à venir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'en pense pas que du bien? D'abord, on vient rajouter une couche au-dessus de quelque chose qui existe. Puisque si j'ai bien compris le projet de carte D, les certifications de personnes demeure, tout le dispositif de certification de personnes demeure, et on vient rajouter une couche au-dessus d'un espèce d'ordre qui viendrait vérifier que les gens ont bien leur certification de personnes et vérifier que le travail se fait bien avec une possibilité de sanctionner et donc de donner ou de retirer une carte D. Donc cette couche supplémentaire, moi je pars du principe que créer une couche supplémentaire, pourquoi pas? Mais d'abord, commençons par la couche de la certification de personne. Réglons définitivement ça et que ça fonctionne proprement. Que les gens qui ont la certification de personne soient à la fois professionnels et confortables pour produire et produisent un travail de qualité. Pourquoi se rajouter une couche complémentaire qui va être une usine à gaz alors que déjà le dispositif de reconnaissance de certification de personnes
est à améliorer. Sur le principe, effectivement, le fait, j'ai écouté 5 minutes du webinaire la semaine dernière, moi je partage le fait qu'il est insupportable d'être décrié par de la presse à scandale, parce que j'appelle ça de la presse à scandale tous les 6 mois, en disant que les diagnostiqueurs, c'est des bons à rien, qu'on est sous les feux de la rampe, perte de confiance du consommateur et des professionnels de l'immobilier. Donc c'est insupportable. Sur le principe, c'est insupportable. Mais trouvons des solutions, réglons déjà les problèmes du jour. Trouvons des solutions qui sont déjà des solutions simples. S'il faut modifier la certification de personnes, améliorer la certification de personnes, faisons-le. Mais commençons déjà par ça, avant de se rajouter une couche supplémentaire. Et il y a un truc pour moi, mais alors c'est épidermique, je le dis, qui est insupportable. C'est que cette carte D, elle vient s'intercaler entre la carte T existante chez comment dire, les agents immobiliers et la carte G. Et donc, ça crée un triptyque qui vient renforcer encore plus les liens avec le monde de l'immobilier. J'affirme, et alors ça c'est une certitude, que les professionnels du diagnostic sont des professionnels qui doivent gérer leur business de façon indépendante de qui que ce soit. Et surtout pas être inféodés au monde de l'immobilier. J'évoquais tout à l'heure, en parlant du diagnostic, du diagnostic immobilier périodique et de la pression que vous subissez vous au moment de la transaction. Il faut qu'on soit libéré de cette pression. Nous avons un métier qui est un métier noble, qui est un métier technique, qui est un métier intéressant, qui est un métier qui peut être rémunérateur. On doit vivre tout seul comme des grands. On ne vient pas s'inféoder au monde de l'immobilier. Ce sont des partenaires, au même titre que les notaires. Travaillons avec ces partenaires, mais ne soyons pas encapsulés dans ce monde de l'immobilier. Voilà, mais franchement, je pars du fond du cœur. Nous serons encore meilleurs si nous sommes indépendants. Et je ne vous cache pas d'ailleurs que je ne suis pas un spécialiste du droit, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais un peu plus quand même sur le monde de la construction. Il y a un article, et je vous le dirai, si vous avez le temps ce week-end et que vous embêtez, vous allez lire l'article 276-1 du Code de la construction du CCH, et vous verrez que c'est dans ce Code de la construction, le diagnostiqueur se doit d'être indépendant. Donc, créer cette carte T va créer un lien avec le monde de l'immobilier qui est, à mon sens, préjudiciable à la qualité de la prestation et à notre liberté diagnostique. Donc, je n'y suis pas favorable. Et de surcroît, les dispositifs qui sont imaginés interdisent quasiment aux diagnostiqueurs qui veulent se lancer de se lancer. On parle de tutorat, on parle de formation, on parle de tutorat, on parle de surveillance. C'est parfait. Et je pense que c'est indispensable. Mais pas le faire dans le cadre d'une autorisation de produire. Parce que vous interdisez, vous fermez la profession à des indépendants qui veulent se lancer. Voilà. Et donc, je suis. Alors, effectivement, on ne fait pas que de l'immobilier. En plus, c'est une très bonne question, la Nathalie de Paoli. C'est effectivement une remarque, Nathalie. C'est une remarque très pertinente. De surcroît, on ne fait pas que du diagnostic transact, on fait aussi du repérage, avant démol, avant travaux. Et donc, avoir le monde de l'immobilier qui décrète si on est capable ou pas de faire du diag avant démol et du diag avant travaux, je trouve ça anormal. Voilà. Donc, moi, ma recommandation, elle est claire, et d'ailleurs, on a porté notre voix haut et fort. On rencontre l'administration et les ministères dans ce sens-là dans tout début d'année, c'est améliorons ce qui existe déjà avant d'inventer une nouvelle usine à gaz. Donc, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas forcément très, très favorable à la carte D. Je crois qu'on l'avait compris, effectivement. Alors, la carte D n'est pas peut-être la solution, mais comment est-ce qu'on pourrait, Jean-Christophe, aider, accompagner les diagnostiqueurs quand même dans leur montée en compétences? Vous parliez d'améliorer les dispositifs de certification. Est-ce qu'il y a d'autres pistes selon vous? Il y en a plusieurs. Il y a, pour moi, j'ai travaillé pendant longtemps au développement d'activités de diagnostic dans des sociétés, puisque je suis originaire du bureau de contrôle.
Et donc, je connais bien ces organismes, et ce sont des gens qui travaillent sur des métiers de vérification, d'inspection, tout à fait comparables au diagnostic immobilier. Et sujet à des reconnaissances extérieures, à des systèmes d'assurance qualité. Et il y a un triptyque qui marche bien. C'est, alors, c'est pas un triptyque, c'est un QRQA. Formation, qualification, accompagnement, tutorat et surveillance. Le dispositif actuel tel qu'il existe, vous avez formation, qualification. C'est-à-dire que lorsque vous êtes diagnostiqueur, vous avez votre certification de personne et vous avez fait les 2 premières étapes. Vous n'avez pas fait les 2 autres. Le tutorat n'existe pas de fait et la surveillance n'existe pas. Alors, si, il y a le contrôle sur ouvrage. Mais entre nous, le contrôle sur ouvrage, en termes de surveillance, me semble loin d'être suffisant. Donc, il y a toute une réflexion qui est menée en ce moment, et moi, je suis très impliqué dans les travaux de la DHUP sur la fiabilisation du DPE. Je ne suis pas forcément face. Alors, on s'est exprimé là-dessus, on ne va pas refaire le débat d'il y a 1 mois ou 2. Je ne suis pas forcément convergent sur tout, loin s'en faut. Il y a des choses très bien. Il y a un truc qui n'est pas étudié aujourd'hui, justement, où nous sommes diagnostiqueurs écartés, c'est la certification de personne. J'ai demandé et j'ai écrit de manière formelle pour que les diagnostiqueurs soient impliqués dans les cercles de réflexion sur l'amélioration de la certification de personne. Il y a un autre dispositif qui est la certification d'entreprise, qui peut être donc parallèle, hors de question effectivement de supprimer la certification de personne, mais sur les entreprises de taille plus importante, on peut imaginer une certification d'entreprise qui permettrait d'avoir un système qui responsabilise plus l'entreprise en tant que telle. Donc voilà, le sujet, le sujet n'est pas bouclé aujourd'hui, et nous demandons haut et fort à l'administration de pouvoir participer à cette réflexion sur l'amélioration de la certification de personnes, voire d'autres dispositifs type certification d'entreprise. Merci Jean-Christophe. On aura l'occasion aussi d'évoquer plus largement cette certification d'entreprise que vous prenez, bien sûr en complément, en tout cas en parallèle de cette certification de personnes telle qu'on la connaît actuellement. Je voulais aussi vous parler, il nous reste quelques minutes, de ces enjeux d'assurance, responsabilité civile professionnelle qui inquiètent beaucoup les diagnostiqueurs. On l'a mesuré tout récemment dans un sondage là, sur Diagactu. Plus de 75% d'entre eux se disent inquiets pour leur assurance dans les années qui viennent. Certains d'entre eux, notamment cette année, c'est particulièrement à remarquer cette année, changent d'assureur. Certains d'ailleurs même ont du mal à en trouver et peut-être même risquent de mettre la clé sous la porte au 1er janvier s'ils ne sont pas assurés. Comment est-ce qu'on peut améliorer cet enjeu d'assurance pour notre filière, Jean-Christophe? La situation est quand même, je dirais, elle est un peu compliquée. Là, si on fait le constat à date, elle n'est pas quand même catastrophique, parce qu'il y a un tas de solutions. Si on fait le constat à date, et je comprends que ça inquiète les diagnostiqueurs, parce que c'est un vrai sujet. Et ça inquiète les gros, les petits, les moyens, ça inquiète tout le monde. Le constat à date, c'est qu'il y a MMA qui se désengage. Voilà, c'est clair. Ils ont dit, écoute, bye bye les diagnostiqueurs, on ne peut plus faire ça. Et que vous avez à côté Gann qui dit, je me désengage progressivement, ou autrement, c'est pas plutôt je me désengage progressivement, c'est plutôt je vais être très sélectif sur les gens que j'assure. Et j'assure des gens à la fois qui sont professionnels et de surcroît qui sont capables de me payer un peu de sous. Parce que globalement, qu'est-ce que regarde l'assurance? Il regarde une chose, le rapport sinistre sur prime. Combien lui coûtent les sinistres et combien lui coûtent les primes. Si vous avez un rapport sinistre sur prime qui est supérieur à 1, donc vous payez, l'assureur perd plus de sinistres et touche moins de primes, donc ça, ils s'en vont. Et si c'est l'inverse, ils restent parce que, comme nous, ils ne sont pas ennemis de leurs propres intérêts. Donc le constat, c'est MMA s'en va, le Gann devient très sélectif. À côté de ça, il y a quand même d'autres solutions qui existent
il y a quand même deux gros assureurs qui restent engagés sur l'assurance de nos métiers, c'est Allianz et AXA. J'ai rencontré ces deux assureurs. Ils ne sont pas dans une logique de repli comme l'a fait elle. En revanche, tous disent il est important, et on revient justement à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la professionnalisation de nos métiers, la fiabilisation de nos diagnostics, en particulier le DPE, qui est devenu presque le premier risque aujourd'hui, qui va devenir le premier risque dans la mesure où il est opposable et contraignant. Ils disent tous il faut augmenter le professionnalisme des diagnostiqueurs, et tout ira bien, Madame la Marquise. Ils disent aussi un point important que j'ai noté. Les diagnostiqueurs, et ils parlent de sous. Ils disent qu'il y a une disparité très forte de primes d'assurance. Il y a des primes d'assurance qui sont très très basses. Ils vont citer un exemple, et alors ça va faire résonance peut-être à certains, parce qu'ils vont se dire, je suis un peu comme cet exemple-là, mais ils vont citer un exemple d'un diagnostiqueur qui fait 250 000 € de chiffre d'affaires. Ils sont 3. Il a son entreprise, il a 2 diagnostiqueurs qui travaillent avec lui, et il paye 800 €. Et il dit, à ce prix-là, on est en grand danger. Même si le diagnostiqueur est compétent, il aura forcément du contentieux, et il a forcément du contentieux. Donc, il y a forcément à un moment un équilibre économique à trouver entre assureurs et diagnostiqueurs. Et ces gens-là vont essayer de trouver cet équilibre économique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont augmenter les tarifs de tout le monde. Ça veut dire que peut-être sur des gens qui ont des niveaux anormalement bas d'assurance, ils leur proposeront, c'est du très très politiquement correct, ils leur imposeront une augmentation de prix pour dire les choses simplement directement. À côté de ça, ils font un constat, c'est que il existe un dispositif qui est très peu utilisé. Je vais être sincère, je ne le connaissais pas. C'est le médiateur. Ils disent globalement, on a obligation au diagnostiqueur d'avoir un médiateur et de choisir un médiateur. Ils disent c'est très très peu utilisé. Et globalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un sinistre? Il n'y a pas de médiateur. Et directement, ça part dans le contentieux avec l'avocat de la partie compte. Et ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher au diagnostiqueur, beaucoup plus cher à l'assurance, et donc à un moment, on va répercuter. Donc, la recommandation qu'ils font, c'est de dire, de grâce, ça ne coûte pas cher. Il faudrait que chaque diagnostiqueur puisse s'adosser, comme c'est préconisé, à un médiateur qui réglera, je dis n'importe quoi, 50% des sinistres, entre guillemets, rapidement, sans engager des coûts supplémentaires. Ils disent aussi que, et là ils nous rejoignent sur justement l'impérieuse nécessité de la professionnalisation, de l'amélioration de la qualité de la production, qui va dans le sens effectivement de tout ce qu'on évoquait, de tout ce qu'on évoquait. Donc si je fais une synthèse, oui, il y a effectivement un assureur et demi qui se désengage, il y en a 2 qui restent, qui ne laisseront pas tomber. Par contre, qui seront peut-être un peu plus contraignants sur les niveaux de qualité de production et peut-être aussi sur le niveau de prix qu'il faudra répercuter un jour aussi sur le prix de vente, même si parfois c'est une dose d'huile d'esprit. Bon, donc les solutions existent. Je sais qu'il existe des courtiers, d'ailleurs, qui ont saisi, je ne vais pas faire publicité, donc je ne dirai pas le nom, il y a des nouveaux courtiers qui émergent et qui ont saisi ce marché, justement en proposant des alternatives intéressantes d'assurance. Donc, oui, il faut être vigilant. 2, il y aura toujours des solutions. Voilà, c'est ma position. Merci Jean-Christophe Protet, on va s'arrêter là, il est 9h37. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour évoquer ces quelques sujets et on aura l'occasion, comme je le disais, de reparler et de ce DIP et aussi de cette certification d'entreprise et tous ces sujets d'actualité évidemment importants pour notre profession. Merci beaucoup Jean-Christophe Protet. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.